bienvenue à la... Pour moi, j'ai dans la tête Minute Boosterel. Ah oui, mais c'est pas grave, vas-y. C'est pas la minute. Bienvenue à l'émission Boosterel, booster spirituel, booster motivationnel, avec notre invité Magali. Bonjour Magali. Bonjour Moshe. Hello. Bonjour Magali. Elsa, hello Salut. Lionel. Salut Moshe. Comment ça va aujourd'hui? Elsa. Cool. Tout va bien? Magali. Oui. J'ai l'habitude de demander à notre invité de se présenter. Eh bien, c'est à toi. Déjà, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Donc, je m'appelle Magali Semama. Je suis coach spécialisée dans le TDAH, qui est donc le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Voilà. On peut dire ça. Et, C'est pas marrant, c'est pas marrant. C'est pas marrant parce C'est que pas marrant. j'ai Ça commence diagnostiqué bien, justement. Attends, tu vas voir le cadre, on a mis le cadre. Non mais attends, il y a plein de gens. Non, on va couper quand même des choses. Bien dit, avec ou sans. Avec ou sans. hyperactivité. Voilà. Parce que le H, c'est on peut avoir et on peut ne pas l'avoir. Tout à fait. TDAH. H. H. Et donc, j'accompagne différents types de personnes. Alors, pour commencer, les parents d'enfants, TDAH, donc trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. TOP, je vais dire tous les acronymes comme ça c'est fait. Trouble de l'opposition avec provocation. Trouble de l'opposition avec provocation. Ok. Et les parents d'enfants et d'adolescents avec comportement tyrannique. On en parlera un petit peu plus tard. Et j'accompagne aussi les adultes TDAH, les jeunes adultes TDAH à partir de 16 ans, les entrepreneurs et on va dire toutes les autres personnes. C'est vrai que le cœur de mon activité c'est sur le TDAH, mais j'accompagne les autres personnes en développement personnel sur différentes thématiques, confiance en soi, reformation, plein d'autres choses. Mais c'est vrai que c'est quand même 90% autour du TDAH. Génial. J'avais jamais entendu top. Ah si. Si? Si, on te le dit souvent, t'es top. Ça peut concerner les adultes aussi. Non, on m'a toujours dit t'es top, comme il a dit, mais de cette manière-là, non. Et ça concerne les adultes qui ont été des enfants top. C'est ça, exactement. Ok. Donc après, ça peut s'atténuer avec l'âge, mais on va dire qu'un enfant qui a un top, ça peut continuer à l'âge adulte. Et, enfin, On ne devient pas un adulte top. Non, on l'est quand on est jeune et ça peut s'arranger ou ça peut persister. Spécificité de Magali, elle nous rejoint sur la formation au PNL Voilà. de cette année. Voilà, aussi c'est important de le dire, Oui. c'est important, un outil supplémentaire Exactement. pour être encore plus top. Et maintenant, tu vas plus utiliser le, Bah voilà, tu vas- le top, tu vas plus l'utiliser pareil là. Voilà. C'est ambigu. Trouble Obsessionnel. obsessionnel. Non, le top. Non, Non. toi tu Ah. parlais du trouble obsessionnel compulsif, ça c'est top. Non. Il y a Trouble. non, c'est Ah, le trop. top. De l'opposition. Voilà, avec c'est opposition parce que ça m'a provocation. marqué. Trouble d'opposition Avec provocation. avec provocation. Ça donne quoi? Juste pour expliquer avant de mettre le cadre parce que c'est important, juste avant de commencer. Alors ça donne des enfants ou des ados qui sont systématiquement dans l'opposition. Non, c'est ça? Et voilà, ils font pas exprès, c'est parce qu'ils ont un trouble de l'opposition avec provocation. Donc c'est important de le savoir pour pouvoir adapter. J'ai envie de rentrer directement dans le sujet, tu sais, d'être en train de te dire, mais est-ce que c'est pas justement le fait que on met trop d'étiquettes, les enfants laissent les vivre, quoi. Avant, il y avait pas ça, quoi. Il y avait pas d'étiquettes et tout le monde a bien grandi. Bah, c'est-à-dire que c'est pas des étiquettes. Moi, je vois pas ça comme des étiquettes. Il y en a toujours eu. La TDAH, enfin, le premier docteur qui en a parlé, c'était en 1790, je crois. Il y en a toujours eu. C'est juste que maintenant, il y a plus d'outils pour pouvoir les aider, les accompagner. Moi, je vois pas ça comme des étiquettes. Je Bravo. vois ça comme pouvoir s'adapter, C'est ne la pas être démocratisation de la frontal. psychologie, de la psychiatrie, Voilà. et puis mettre des Ça, mots par rapport à toutes ces pathologies, c'est finalement. ça, exactement. Et de Voilà. pouvoir adapter son comportement quand on a un enfant qui a un top. Si on est comme ça, on est frontal pas avec forcément lui, mal ça élevé. fonctionne. Et ouais. Voilà. Et justement, sur ma page Insta, il y a quelqu'un qui m'a mis un message comme ça dans ce sens hier. D'habitude, je dis rien, et là, j'étais d'humeur à dire quelque chose. Il m'a dit, oui, alors en fait, le TDAH n'existe pas, c'est juste des enfants mal élevés. Et ça Ah peut non, me c'est faire, Oh là là faire sortir de mes c'est dur. Ouais, c'est vrai. c'est C'est vrai que souvent ce qu'on entend, c'est vrai que malheureusement. moi j'ai un enfant qui est très Moi aussi. bah là bien top hein. Mais il est adorable, c'est un amour, Bien sûr. c'est un quand il dit non, on voit très bien que ça a rien à voir, il a besoin d'exister. Bon, en plus c'est le dernier de la fratrie, il est très loin, donc il est tout seul. Ouais. Donc en plus, il a besoin de... Attention. Donc finalement finalement c'est des comportements très classiques, c'est un manque de communication avec nos enfants. C'est une mauvaise communication, on va dire. C'est pas un manque, c'est une mauvaise. Je pense que c'est une mauvaise. En tout cas, on s'adapte pas à leur mode de fonctionnement. Mauvaise communication, mauvaise réaction. On est dedans, je suis désolé de rentrer dedans parce que c'est quelque chose de très intéressant. Les deux. Mauvaise réaction pour commencer, puis mauvaise communication. Mauvaise réaction, mauvaise communication. Surtout que le TDAH, c'est héréditaire.
Donc ça veut dire que souvent les parents... Surtout, tu passes comme ça, tu es en scred. C'est juste héréditaire. Ah, attends. Le TDAH est vraiment héréditaire? Ah oui, à 70% d'hérédité quand même. Donc ça veut dire que si le parent est TDAH et a des difficultés avec la gestion des émotions, parce que ce que j'ai pas dit, c'est important de le dire, le TDAH, c'est 3 symptômes: l'inattention, l'hyperactivité et l'impulsivité. Ça veut dire que s'il y a un des parents qui est lui-même TDAH, ça va être hyper compliqué pour lui de pas réagir quand l'enfant va être frontal, etc. Donc ça complique la situation, L'hérédité, elle se fait par le père ou la mère? l'un ou l'autre. Ah ouais. L'un ou l'autre. Parce qu'on dit souvent que c'est le père qui donne justement tous les mots, finalement, à l'enfant. Non, Moins la mère. là c'est exactement Là, la Moi- même c'est la même chose. chose. Ouais, c'est exactement Mais la j'ai même été chose. médecin dans le passé. Et après, ça fait quoi? Ah, Non, j'ai juste, voilà. J'allais dire, en général, c'est la femme qui dit, c'est à cause de toi! Non, mais c'est vrai que l'hérédité, par exemple, du père, elle se fait souvent sur les maladies auto-immunes et ainsi de suite. On dit souvent que ça, c'est le père qui transmet, alors que la mère transmet la vie. C'est pas mal. Bien sûr. Ouais, des fois, elle transmet ses névroses aussi. Hein. Pourquoi Tout des dépend fois? l'état de la Pourquoi des grossesse. fois? Ça dépend les C'est elle la plus souvent. proche. En général, c'est elle la plus proche du gosse. Donc, Oui. Clairement. donc c'est elle Ouais. qui passe tout, Mais hein. voilà, non, mais pour tout ce qui est génétique, en tout cas. C'est génétique maintenant et 70%. Et la différence, ça peut être des difficultés à la naissance, un manque d'oxygène. Il y a différentes choses, mais on sait que c'est très héréditaire. Souvent, ils le savent pas, mais je vois rapidement, je suis pas docteur, je ne suis que coach, mais je vois rapidement qu'il y en a un des deux qui a un TDAH, qui le sait pas forcément. Et donc, ça complique ses interactions avec son Comment enfant tu le qui vois a un là, TDAH. on dirait quand tu vois le parent Parce que déjà, il y a un débit de parole assez rapide. Ça peut être quelqu'un en Zoom, en présentiel, qui bouge beaucoup, qui a du mal à rester en place, qui me dit qu'il a des problèmes avec sa gestion des émotions. Oh, ça peut être un hypersensible aussi. Aussi, bien sûr. Aussi, ça peut être un hypersensible. Donc, si c'est un hypersensible et qu'il a un enfant qui a un comportement tyrannique, ça va être compliqué parce que les enfants qui ont un comportement tyrannique, il y a autre chose, il y a des troubles derrière. On n'est pas tyrannique comme ça. Il y a du TDAH, il y a au potentiel intellectuel. Ça veut dire qu'il va sentir que son parent est sensible et donc il va s'engouffrer dans la brèche. Donc, voilà, il y a plein de choses qui sont C'est une véritable étude, parce que pour réussir à détecter un HPI, waouh, Bah, HPI, c'est HPI au peut-être. potentiel intellectuel Ouais, chez, c'est- chez un enfant, c'est... il y a des tests. Ah ouais, tests, il y a bien des sûr. vrais tests, ouais. C'est ça. Ah non, il y a des Ouais. tests. Ok, génial. On est rentré dedans. Directement. Ouais, directement, Raconte-nous ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené à devenir coach TDAH. Enfin, coach, on va dire général comme ça. Tu as une spécialité TDAH, mais il y a plein d'autres choses derrière. Donc. Alors, moi, j'ai toujours été dans l'entrepreneuriat. D'ailleurs, je travaillais en face. Là, on est au 161. Je travaillais au 160 pendant 20 ans. Et donc, à 4h30, j'étais toujours à la maison. J'avais 2 enfants à l'époque. Pour les Donc ça, c'était avant avant, de devenir. Donc tu Voilà. finissais à 4h30. systématiquement, même si j'avais du travail, je m'arrangeais autrement, parce que je voyais que mes enfants, c'était difficile. Le travail, ils bougeaient, ils avaient du mal, etc. Et à l'époque, on parlait pas vraiment de TDAH. Donc, je les ai accompagnés, aidés, etc. Et quand mon fils a eu 11 ans, j'ai su qu'il avait un TDAH. Après, pour ma fille, elle l'a su à 19 ans et la dernière, elle l'a su à 8 ans. Donc, au moment où j'ai eu un changement de vie personnelle et professionnelle, après avoir... c'était dur avec les enfants à l'école, etc. La seule chose que j'ai envie de faire, c'était d'aider les parents qui avaient des difficultés avec leurs enfants avec des outils auxquels je me suis formée pour pouvoir les accompagner, pour éviter de galérer, pas perdre de temps à s'énerver, etc. Apprendre des techniques sur les guidances parentales pour pouvoir les accompagner. Donc, j'ai commencé par faire un blog sur le TDAH, qui existe encore, mais j'ai plus trop le temps de l'alimenter, pour donner des informations, parce que ça me paraissait important. C'est extraordinaire parce que souvent, c'est quand ça nous arrive personnellement qu'on devient dans l'aide. C'est génial, quoi. Ok. J'ai fait ce blog. Après, j'ai fait une page Insta, sur laquelle tu m'as vu, je pense. Et au bout d'un certain temps, enfin, tout de suite après, je me suis dit, voilà, je veux être coach, je veux aider les parents. Comment je vais faire? Donc, après avoir fait ces 2 choses-là, je me suis formée au coaching classique, parce que je savais que j'allais recevoir des parents qui n'étaient pas bien, qui étaient en burn-out, etc. Et les émotions, moi, je savais pas trop comment ça fonctionnait. Je viens d'une famille où on s'exprime pas trop, on n'est pas très démonstratif, etc. Et moi, je suis un peu dans la team hypersensible. Je ressentais beaucoup d'émotions, mais je savais pas trop comment les gérer. Donc, j'ai commencé par me former à du coaching classique. J'ai compris les émotions, la confiance en soi, de pouvoir accueillir les gens qui étaient pas bien. Parce que des parents qui sont en burn-out, ça peut pleurer, etc. Il y a des émotions, et moi, il fallait que j'accueille tout ça et que je comprenne. Et après avoir fait ça, je me suis formée à des guidances parentales, dont je vous parlerai un peu plus tard, le programme Barclay, le programme de résistance non violente. Je me suis formée aux troubles de l'opposition et provocation, le burn-out parental. J'ai fait des formations sur les émotions, le FT, du tapping, etc. Et j'ai fait une formation pour les adultes TDAH, plus précise. Je coachais avec des outils de coaching classique,
plus mon intuition, mais j'aime bien les choses modélisées. L'intuition. Voilà. Et finalement, à la base, je voulais accompagner que des parents. Après, j'ai décidé d'accompagner des femmes TDAH. Et après, j'ai décidé d'accompagner des femmes et des hommes TDAH. Voilà. Mais comment elle s'est fait ta classification? Pourquoi en premier tu as voulu accompagner tel type de public et pourquoi? C'est une bonne question. Alors, les parents, parce que moi, j'étais passée par là et que c'était compliqué dans un premier... C'est ce qui te parlait d'emblée, en fait. Voilà. Quand j'ai fait ma formation de coaching classique, il fallait se faire la main. Donc, les 2 premières personnes que j'ai accompagnées, c'était du coaching classique. Les 2 personnes qui m'ont sollicité, c'était une femme TDAH et une maman d'enfant TDAH. Et après, donc, du coup, je me suis dit, je vois pas pourquoi j'aiderais que les parents et pas les personnes qui ont un TDAH. Au début, je me sentais plus à l'aise avec les femmes. Et après, j'ai travaillé plein de choses, mon rapport aux hommes, etc. Et une fois que j'ai travaillé mon rapport aux hommes, du coup, j'ai des hommes qui m'ont sollicité et j'ai accepté. Okay. En fait, au fur et à mesure, ça s'est étendu. Tu t'es adapté à chaque fois en créant tes propres outils pour pouvoir faire face à chaque... Et quand il me manquait des outils, je suis allée en chercher ailleurs pour affiner mon expertise, mon accompagnement, etc. Sachant que le premier outil, justement, c'était d'éviter d'être une éponge et de prendre tous les mots comme ça en tant qu'hypersensible. Alors au début, j'en ai pris plein. Maintenant, j'arrive à mettre un peu à distance, à utiliser des techniques. J'arrive à peu, ça veut dire que ça touche toujours. Il y a des situations, oui, où ça peut me toucher, évidemment. Il y a des situations. Non, c'est là qu'interviendra la PNL. Voilà. Ouais, d'ailleurs, on enchaîne un peu. Oui. Alors oui, justement, parce que dans tes formations, j'ai vu la dissociation. J'ai trouvé ça très, très intéressant en ce qui me concerne. Donc, de m'imaginer dans une scène plutôt que d'être carrément dedans, ça, j'ai trouvé ça très intéressant. La dissociation, et tu as double dissociation. Alors, la double dissociation, quand j'avais fait ma formation d'EFT, parce qu'elle nous avait expliqué, je comprenais pas la technique. Je comprenais pas pourquoi il fallait se mettre, pour les personnes qui écoutent, en fait, la dissociation, c'est quand on accompagne quelqu'un qui a un peu des traumas, plutôt que de le mettre dans la situation, on lui demande de s'imaginer, de voir sur un écran et après d'aller à côté du projectionniste, voilà. D'être à l'extérieur. Alors ça, c'est la double. Voilà. J'avais pas compris quand j'avais fait l'EFT, donc je l'utilisais pas trop cette technique. Et en fait, j'ai compris, parce que tu as expliqué la dissociation, j'ai compris l'intérêt de ça. Et oui, et surtout dans des vrais traumas et des gros traumas, t'es obligé de double dissocier puisque tu vas pas rentrer la personne dedans. Ce qui permet de pouvoir travailler plus simplement sur les émotions sans vraiment être dans l'émotion, parce que si on a l'émotion, alors là, c'est sûr. J'ai eu dans les dernières formations, il y avait une très spéciale dans les émotions. Je l'ai vu, j'ai pleuré. Oui, c'était notre formation. Oui, c'est ça. C'est la nôtre. Ah oui, alors oui. Et oui, mais là, dans une des que j'ai faites on va donner un exemple pour les auditeurs. Dans la dernière formation que j'ai faite cette année, il y a une personne qui a perdu des gens, mais plusieurs personnes. Et elle a du mal à gérer et parce qu'il y a toute une histoire, il y a vraiment tout un historique. Et donc il y a des méthodes très spécifiques. Hein, même si je fais une double dissociation, des fois, il faut rajouter l'ancrage avec le demande d'autorisation. Est-ce que je peux ancrer pour l'accompagnement, pour la sécuriser, la rassurer. Et même avec ça, fallait voir, c'est très rare que ça m'est arrivé, mais là, et c'est génial parce qu'à la fin, il y a eu un super accompagnement, elle a compris et elle a travaillé sur beaucoup de choses. Et c'est tout le monde comme ça. Mais si on ne travaille pas donc sur la forme avec une double dissociation et qu'on n'évite pas les émotions, on est en plein dedans, les gens qui sont sensibles, surtout les gens qui viennent consulter, parce que c'est pas tout le monde qui vient consulter. Les gens qui sont sensibles, hypersensibles, ils sont plus amenés à consulter parce qu'ils disent ça y est, j'en ai trop. Les autres, je suis balèze. Voilà, je suis costaud, je vais y arriver, je vais prendre sur moi. Qui s'effondrent. Aussi. Pas les premiers, mais avec du temps. À force de prendre sur soi, on prend. Avec du temps, c'est catastrophique. Donc c'est justement, j'allais enchaîner là-dessus. C'est tu t'as donné une pseudo-réponse d'effectivement qu'est-ce qui a fait que t'as choisi la formation PNL. Qu'est-ce qui a fait que tu choisisses la formation en plus de tout ce que tu as déjà? Alors, ça faisait longtemps que j'avais envie de la faire. C'est-à-dire que je termine une formation, à chaque fois je pense à la suivante. Ça faisait longtemps que j'avais envie de la faire. Ça va vous faire rire ce que je vais dire. Quand je t'ai parlé la première fois, pourquoi j'hésitais à la faire? Parce que j'avais pas envie de danser devant tout le monde. Et alors il m'a dit, tu danseras pas. Je lui ai dit, si, je vais danser. Si je décide de faire la formation, je le fais ou je le fais pas. Voilà. Et donc j'ai beaucoup procrastiné. Et jusqu'au jour où j'en ai eu marre, je me suis dit, vas-y, je m'en fous. Je lui envoie un message. Parce que si je t'envoie un message, je suis obligée de te parler, donc je suis obligée de la faire. Parce que j'ai envie de la faire, parce que ça me donne des outils. Ça va me donner des outils supplémentaires. D'ailleurs, j'en ai utilisé déjà 2 ou 3 pour tester. C'était bien. Sur la détermination d'objectifs. C'est la plus puissante. Franchement, en fait, c'est le départ. C'est de là tout départ. Hein on nous racontera. Ça.
On va dire que je faisais 80% la même chose que toi par rapport à mes formations classiques, mais il y a certaines petites subtilités qui étaient intéressantes. Et en fait, les subtilités en fait, c'est comme quand tu prends une voiture. La subtilité, c'est que tu changes de voiture. C'est la voiture qui va tout faire. Et là, tu vas changer de voiture. Tu as déjà tout ça en toi. Moi, je dis, j'apprends rien du tout à personne. Hein. Je viens juste remettre un cadre et te brancher à ton plein potentiel avec ce que tu as déjà. Donc, tu as déjà tout ça. Hein. Attention, hein, tout le monde, là, la PNL, tout le monde le fait. Hein. Tout le monde sait communiquer. Je sais. Voilà, exactement. Avec des niveaux d'en haut, en bas. mais avec un cadre et quand tu sais que tu peux le faire et que tu sais avec une simple question et que tu restes sur la question que la réponse, tu te mets en rapport synchro, donc avec ton intuition, mais aussi le rapport synchro, tu sens que c'est pas la bonne réponse qu'elle devrait te donner. Donc tu vas aller lui faire répéter, lui faire répéter, jusqu'à ce que tu sens que c'est ça qui lui parle et tu vas le sentir chez la personne. C'est ça. Et détermination. Ouais. Ça. Mais c'est vrai ce que tu dis, je recevais des parents et alors c'est vrai, c'est compliqué de double rapport synchro parce qu'il y en a deux, mais il y en a toujours un des deux où on sent que c'est là où il faut aller, qui répond aux questions sans problème jusqu'au moment où on s'est mis en rapport synchro et on voit qu'à ce moment-là, il y a un haussement de sourcil. Et donc là, on y va et c'est de savoir poser la bonne question en observant, etc. C'est vrai que le rapport synchro, c'est super important. Et en fait, on le fait tous les jours, puisqu'on rencontre des gens. Sauf que on oublie certains petits cadres à mettre en place et quand c'est mis en place, ça va tout seul. Et ça, c'est fluide. C'est très fluide. En tout cas, très intéressant. Moi, je voulais savoir, vous avez été diagnostiqué vous-même ? Moi, non. Le père de mes enfants, oui. Ouais. Mais c'est vrai que comme mes 3 enfants le sont, je me suis dit, 3, peut-être que moi aussi. Donc, je suis allée voir un psychiatre spécialisé, j'ai passé les tests, elle m'a dit que non. Parce que j'avais pas de problème d'organisation pour différentes raisons. Maintenant, c'est vrai que alors, souvent, quand il y a une personne qui a un TDAH, elle vient vers moi. Je peux pas te dire, ça doit être quelque chose que je vibre, je sais pas. Et souvent, on me dit que j'ai quand même certaines caractéristiques. Mais sur le papier, non. On peut être sur le papier non et l'être. Ouais. Oui, parce que souvent, les femmes, il y a une surcompensation, il y a une suradaptation. Pourquoi que les femmes encore que les Alors, j'explique pourquoi. Parce que déjà, les femmes, elles sont à profil plus inattentif que hyperactive. Donc déjà, on peut passer à côté, sans le voir. Quand à l'école, il n'y a pas de problème, on est juste dans la lune, on va penser que c'est une petite fille, elle est dans la lune. Voilà. Il y a 55% des personnes diagnostiquées, ce sont des femmes. Donc ça veut dire qu'elles ont des facilités à surcompenser. Donc, si on a, par exemple, une mère qui était bien organisée, on est soi-même, ou un père, je ne vais pas être genrée, voilà, et qu'on a pu mettre en place des stratégies, on peut passer à côté. Il y a des personnes qui font les tests, qui ne sont pas TDAH, et qui ont toutes les caractéristiques pourtant, parce qu'elles surcompensent. Surcompense, j'adore ce nom. Surcompense, surpenser con. Bon, bref. C'est ça, je pense que tu me confirmeras qu'en effet, c'est important ce que tu dis. Il y a quand même une classification, me semble-t-il, dans le TDAH et une différence entre les genres et les sexes. Et en effet, les petites filles, elles ont tendance à être moins hyperactives d'un point de vue des stats que les petits garçons, comme tu dis. C'est ça. Donc, il y a des fois ces sous-diagnostics qui font que... C'est ça. Et les études sont faites sur les petits garçons, sur les garçons. Donc ça veut dire qu'ils sont pas c'est pas encore poussé pour les femmes. Donc il y a des différences et on peut ne pas. Même dans ça, il y a des différences. Ouais. Sérieux, même dans les études. C'est fou. Arrête. Non, oui, c'est-à-dire qu'on se base sur les problèmes des garçons TDAH. Et par extension, on voit les filles, mais il n'y a pas d'études faites sur les femmes TDAH. On est encore très en retard. Il y en a, mais c'est très en retard. C'est comme dans l'autisme. L'autisme, mais il y a un pourcentage énorme de petites filles de jeunes filles, même de jeunes femmes, qui sont sous-diagnostiquées. Là-dedans. Parce qu'en effet, il y a cette, tout à fait comme ce que dit Magali, il y a cette suradaptation. Par exemple, je sais pas, une petite fille qui va parler pendant énormément, je sais pas, d'un sujet, je sais pas, d'astrologie. Elle est très intelligente. Oui, c'est une petite fille qui s'intéresse énormément, alors que ça se trouve, c'est un intérêt qu'elle a qui est un intérêt restreint et sur lequel on va pas forcément se focaliser, alors qu'un petit garçon peut-être... Et du coup, il y a ces sous-diagnostics qui créent ces disparités aussi dans les chiffres. Ma question justement, c'est qu'est-ce qui fait qu'il y a une discrimination là-dessus ? Parce que c'est ce que je te disais. En fait, les études elles sont basées sur les garçons. Donc ça veut dire que les filles ont pas la bêtise. Même chez les scientifiques, ça existe. C'est basé sur les garçons et sur les femmes, il y a d'autres symptômes, mais qui passent inaperçus puisqu'on se base sur les garçons. Et là, c'est en train de s'étendre. Il y a des études qui sont faites de plus en plus. Ça passe inaperçu. Et notamment, Rémi, alors parce qu'on se base sur les garçons, ça passe inaperçu. Oui, parce que les femmes n'ont pas les symptômes des garçons, elles en ont d'autres qu'on connaît pas encore très bien. C'est peut-être plutôt une classification différente, mais on devrait faire justement. C'est en train. En 2024, c'est en train.
Et puis je crois que certaines peuvent être plus sujettes à être diagnostiquées, par exemple, autour de troubles anxieux, de dépression. Exactement. Donc c'est plus... Exactement. C'est-à-dire c'est exactement ce que tu viens de dire, de la dépression, troubles anxieux, alors qu'en fait, il y a un TDAH. Donc, elles perdent énormément de temps jusqu'au moment où elles font des burn-out, 1, 2, et un jour, quelqu'un dit, tiens, peut-être que tu auras un TDAH, il faudrait vérifier. Ben, c'est ça que j'aimerais bien te poser comme question parce que, me semble-t-il, le TDAH à l'âge adulte, après, tout dépend, tu nous l'expliqueras comment il s'accompagne, mais peut justement faire des adultes qui ont des troubles anxieux et qui sont d'ailleurs plus sujets à la dépression que des personnes qui l'ont pas. Et du coup, je me dis, alors quelqu'un qui a déjà pas eu un diagnostic qui est au clair de son TDA, comment, à l'âge adulte, on peut accompagner la dépression et la dissocier du TDA qu'on n'a initialement pas diagnostiqué? Là est ma question. Alors, on n'est pas juste TDAH, c'est-à-dire que dans le TDAH, il y a les 3 symptômes, mais il y a des comorbidités avec. C'est-à-dire de l'anxiété, des troubles 10. Je ne peux pas dire que c'est indissociable, c'est dissociable, mais c'est-à-dire que une fois que le diagnostic est posé, c'est compliqué de les dissocier, mais on sait qu'en accompagnant, en expliquant sur la gestion des émotions, sur l'organisation, etc., déjà de prendre en compte qu'il y a un TDAH, ça peut aider. Mais c'est-à-dire que les personnes qui me sollicitent, d'un côté, elles vont voir des psychologues ou des psychiatres, et de l'autre côté, elles ont un coach. C'est pas incompatible. D'accord. Donc c'est un accompagnement multiple en fait qui est pluri. Exactement. Et est-ce que une personne qui sera diagnostiquée tôt comme TDAH aura à l'âge adulte justement une propension à être justement je sais pas plus serein ou une vie plus agréable, plus simple, plus évidente quand il est diagnostiqué? Ah, c'est sûr. Parce que quand il est diagnostiqué tôt, il y a des choses qui ont été mises en place par les parents déjà. Il y a de la psychoéducation, c'est ce qui se passe dans les guidances parentales. Il y a un ensemble de choses pour que le parent puisse aider et coacher son enfant pour qu'à l'âge adulte, il puisse mettre des stratégies en place plutôt qu'aucun diagnostic et de découvrir au détour d'une dépression ou d'un burn-out qu'en fait il y a un TDAH et c'est tard. C'est jamais trop tard, mais bien sûr c'est mieux de le savoir à l'âge adulte. Enfin, à l'âge enfant, pardon. D'accord, ok. C'est très intéressant de pouvoir... dans la vie, mais tous les jours, tu t'ennuies pas, hein? Non, je m'ennuie pas, non. C'est mieux avec ça. Ah non. Un coup, il est hyperactif, un coup, il est amorphe. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Qu'est-ce qui est le plus récurrent comme sujet qui revient? Clientèle, en tout cas. Clientèle, je sais pas comment tu les appelles. Les difficultés, les devoirs. Les devoirs, c'est un cauchemar. Tu peux nous donner un petit tip, un petit conseil pour les devoirs? Et ben, tu sais, justement, parce que les 2 guidances que je propose, il y a la Barclay, il y a un module sur les devoirs. En fait, c'est tout ce qui est pas classique. C'est-à-dire les laisser sauter, les laisser se faire le poirier. Mon fils, quand mon fils apprenait ses poésies, il faisait le poirier, il se mettait sous le bureau. Au début, je savais pas qu'il avait un TDAH, donc ça pouvait m'agacer. Quand j'ai compris, je l'ai laissé faire. La dernière, elle met de la musique pendant qu'elle travaille. Non, mais d'accord, ok. Voilà. Il fait le poirier, mais comment il fait ses devoirs? Et ben, il apprend sa poésie, il apprenait sa poésie. Et moi, je parlais, lui, il répétait. Il n'arrivait pas à les apprendre. Donc moi, je lisais les leçons, et lui, il répétait, je lisais, il répétait jusqu'à ce que ça rentre. C'est extraordinaire. Moi, j'ai essayé de faire comme ça un spectacle avec mon fils. C'est-à-dire je l'ai fait, je fais de l'hypnose quand même, la PNL, donc j'ai essayé c'était sur une histoire, donc quelque chose d'historique, et donc je faisais, je te donne un exemple, je faisais une métaphore quand il me disait, je lui dis, rappelle-toi de ça, il y a ça, ça et ça, et donc dans le truc il y avait chaleur. Moi je lui dis, regarde, chaleur, amour, chaleur, ouais, amour, voilà, exactement. chaleur, amour, et puis il s'en est rappelé. Oui, c'est ça, et à chaque fois maintenant jusqu'à aujourd'hui il me fait chaleur, amour. Oui, c'est ça, c'est des moyens mémotechniques. Des ancrages, quoi, finalement. Et ça suscite l'attention aussi, j'imagine, pour l'enfant. C'est concret, en fait, tu lui fais des gestes et du coup, ça le focus. Un peu comme éviter les distracteurs, par exemple, quand il travaille. J'imagine qu'un enfant qui est 10 ou TDA, de lui mettre juste un mur blanc en face de lui avec un bureau, j'imagine que c'est plus simple que s'il a plein d'infos autour de lui. C'est sûr, mais d'un autre côté, il y en a certains qui aiment bien travailler avec de la musique et c'est pas grave de travailler avec de la musique. Il faut juste pas qu'il y ait de paroles. Que ce soit de la musique où t'es pas envie de te lever et de danser parce que du coup c'est compliqué pour se concentrer. Faut éviter la transe, quoi. Par exemple. Voilà, mais c'est surtout aussi pendant qu'on fait ça, il a de la tension. Tu vois, on lui porte de l'attention. On n'est pas attentionné sur les devoirs, fais les devoirs. C'est sur lui quand je fais les spectacles et tout. Et en fait, finalement, on le fait pas assez parce que ça demande beaucoup d'efforts. Ça demande beaucoup d'efforts. Ah oui, ça c'est sûr. Puis plus on va dans l'âge aussi, plus c'est pas pareil. Plus former les parents que les enfants.
à la finale. Bah oui. Bah, c'est ça, mais c'est C'est que le les but. parents. C'est le but des guidances parentales. Ça. Quand tu vas demander quels sont les problèmes, en général, c'est les devoirs. Après, pour les enfants qui sont opposants, les enfants et les ados, ça va être des enfants dans la provocation, tout le temps dans la provocation, et des parents qui savent pas trop comment faire, donc ils répondent, et ça monte en escalade. Tout à fait. C'est l'objet du deuxième programme, la résistance non violente. C'est des programmes pour réussir à gérer ses émotions en tant que parent, réussir à ne pas répondre à la provocation. Parce que si tu réponds, ça monte en escalade et c'est pas le but. C'est un programme qui est basé sur le silence. C'est un silence de présence, c'est pas un silence de soumission. Silence de présence et pas un silence de Non, je soumission. faisais ça avec mes gosses quand ils me parlaient. On n'entend pas. Un Et peu, ça marchait très bien, tu vois. un peu comme l'écoute et l'écoute active, du coup, la différence entre les deux, ça me parle dans ce que tu dis pour les personnes qui nous suivent. J'ai l'impression que quand tu dis, je connaissais pas cette expression que tu viens d'utiliser, mais silence actif, c'est genre, on est là. Comme quand on écoute quelqu'un, on peut écouter sans vraiment être là, et écouter activement en mode, je veux vraiment t'écouter. Donc, je trouve ça intéressant. La différence entre les deux, c'est justement des parents qui me posaient la question hier, une ado qui provoque, et elle dit des choses pas très agréables. Et en fait, le but, c'est de ne pas réagir, mais pas de réagir, j'en ai rien à faire. C'est je n'ai pas entendu. Ça ne m'impacte pas, mais c'est pas pour autant que je te... Et comment tu lui expliques, comment tu le communiques ça, que fait que tu sais que la différence pour lui, pour l'enfant, dire là, ne prends pas ma gentillesse pour une faiblesse, genre. C'est-à-dire un enfant qui dirait je te déteste est le pire des pères. C'est en fait de pas réagir, de pas lui dire, de pas le regarder de travers, de pas lui dire, enfin, de pas regarder à droite du genre j'en ai rien à faire, c'est juste d'être là. D'accord, t'as le droit. D'accord, t'as le droit. Mais du coup, Magali, est-ce qu'on peut prendre un exemple concret pour les gens qui nous regardent? Et puis, je pense qu'on peut tous être confrontés à ça avec nos enfants. Par exemple, un enfant qui, dans le cadre d'un trouble oppositionnel, par exemple, va être, comme tu as dit tout à l'heure, devant toi et t'insulter et te dire littéralement « j'en ai rien à faire de ce que tu es en train de faire » et qui pousse. Tout à l'heure, tu nous as dit donc tu restes à côté de lui. Donc on est d'accord, tu restes dans la même pièce, c'est ça? Alors ça dépend de plein de choses. Ça, j'aimerais bien que tu nous... Dans le programme de résistance non violente, c'est en fait, si toi tu te gères émotionnellement, tu peux rester. Si tu te gères pas émotionnellement, alors de pas accepter tout et n'importe quoi, c'est-à-dire que si tu as insulté par exemple, de lui dire je suis pas d'accord avec ce que tu viens me dire, on en reparlera plus tard, et dans un deuxième temps, le soir ou le lendemain, aller dans sa chambre pour faire un sit-in entre guillemets, pour discuter de ce qui s'est passé quand toi t'es redescendu en émotion et lui aussi. D'accord. Tout est à faire à froid, c'est-à-dire la devise c'est le fer se bat quand il est froid, pas chaud. Sous le coup de l'émotion, on peut rien faire, il faut rien faire. Et donc l'enfant lui dit quoi? Est-ce qu'on lui dit par exemple d'aller, je sais pas, dans sa chambre, ou qu'est-ce qu'on peut faire? Alors ça dépend. C'est plus moi, par exemple, si il se passe quelque chose et qu'un parent n'arrive pas à se contrôler parce qu'il en peut plus, il peut dire écoute là, je sens pas, j'ai pas envie de discuter avec toi maintenant. Je sors, enfin je vais faire un tour ou je change de pièce parce que là je monte en émotion. Donc ça sert à rien que je reste. Et soit lui part, soit il y a des enfants qui acceptent de partir, d'autres qui veulent pas. Dans ce cas-là, c'est le parent qui quitte la pièce. Si l'enfant n'est pas en danger, bien sûr, s'il va pas se faire du mal, etc. D'accord. Donc à froid. Ok. C'est ça. Ok. Et de pouvoir s'autoriser à dire à l'enfant que nous, en fait, en se décentrant de lui, en disant, comme tu dis, nous, on peut pas. Là, je peux pas parce que je suis trop haut en émotion. On en reparlera plus tard. Et après, on va dans sa chambre pour essayer d'en discuter avec lui, pour entre guillemets comment dire, c'est pas punir, les punitions ça fonctionne pas avec des enfants. Les punitions ça fonctionne pas du tout. Enfin, c'est contre-productif parce que ça vient après un comportement inadapté. Donc ça renforce le comportement inadapté. Donc c'est mieux tout ce qui est se racheter, etc., faire quelque chose dans l'intérêt de la famille. Mais les punitions. Se racheter, c'est pas une punition de faire une punition? Non, c'est par exemple un enfant qui s'est énervé, il a pris un objet, il l'a jeté, il l'a cassé. D'essayer de voir avec lui ce qu'il pourrait faire. Est-ce qu'il peut le réparer? Est-ce qu'il peut vider le lave-vaisselle? Ça peut être des choses qui n'ont rien à voir avec ce qu'il a fait. C'est question de perception, d'accord, mais c'est pas mal, c'est très bien, c'est très PNL. Plutôt c'est question de punir. Plutôt de punir, acheter. C'est une forme entre guillemets de comment dire, il y a un mot qui pourrait dire ça. De réparation. Ok, ouais, très bien, réparation. Plutôt que de lui dire je te punis parce que ça va servir à quoi? C'est toi qui imposes. Intéressant. Très bien. En PNL, on fait exactement ça, transformation de perception. Au lieu de dire une punition, on dit une réparation. Et c'est vraiment un bon type, ça. Et comment on peut le pérenniser dans la relation, ça? Comment on peut se dire il le refera plus si on punit pas, enfin pour les gens qui nous regardent en pratique. Mais tu répares. S'il répare, chez lui, il va se passer un ancrage positif, constructif, de dire tiens, j'ai fait quelque chose parce que j'ai pas géré mes émotions. Elle me l'a fait remarquer, ma maman.
Elle m'a expliqué ce qui se passait. J'ai travaillé là-dessus. J'ai réparé. T'imagines l'impact? Ok, les gestions d'émotions, c'est quand on est TDAH ou qu'on ne sait pas gérer son, on peut casser les trucs, on peut s'énerver, mais tout de suite. Mais c'est pas pour autant qu'il va pas recommencer. Parce que souvent, quand on a un TDAH, on recommence. Mais il saura que tu vas pas le punir, mais que tu vas venir discuter avec lui sur ce qui s'est passé, etc. Il va mettre de l'argent de côté pour réparer. Et tu penses qu'on continue avec cette méthode-là de réparer à chaque fois? Est-ce qu'on garde cette méthode qu'on a choisie de réparation, ou est-ce que même toi dans tes accompagnements, tu fais moduler les parents en fonction de ce qu'ils vivent? Normalement, enfin, il n'y a pas de normalement, ça dépend des situations, mais ça a l'air de plutôt bien fonctionner. La répétition. De réparer, une fois qu'on est calmé, d'aller discuter avec l'enfant sur ce qui s'est passé, sur ce qu'il peut faire de différent, etc. Et s'il refait, il refait. Mais de garder cette communication, parce qu'on sait qu'à l'adolescence, ça va se compliquer. Donc, si on maintient un lien positif, il y aura plus de chances qu'ils nous parlent, etc., qu'ils nous disent quand il y a des bêtises de fait. Sinon, si on rompt le lien, c'est ennuyeux pour la communication. Rappelle-toi dans la formation, quand on disait en termes de communication non-violence, un enfant vient, il fait quelque chose où tu veux lui parler, il te parle pas, tu lui dis laisse-toi travailler par ce que je viens de dire, et quand tu es prêt, tu reviendras. C'est un peu ça, en fait, finalement. Et en plus, si on décortique en termes de PNL et donc hypnose conversationnelle, il y a une induction hypnotique à l'intérieur, parce que laisse-toi travailler par ça. C'est pas juste une demande en vérité, c'est un ordre, un impératif. Laisse-toi travailler par ça, boum. Et quand tu seras prêt, tu reviendras. Et 100% des cas, ils reviennent après. Bon, et là, Magali a rajouté aussi son positionnement à elle. De dire à l'enfant, c'est ça que je voulais éclaircir, de dire à l'enfant, voilà, je te laisse ton espace, mais s'autoriser aussi à dire, visiblement, moi aussi, là, c'est ma limite et on remet à plus tard. À partir du moment où tu communiques, est-ce que je rejoins Lionel dans les générations avant? Je fais du pratico-pratique, parce que je pense à tous les parents qui vont nous regarder et je me dis si on peut les aider. Dans les générations avant, il n'y avait pas de communication avec les enfants. En tout cas, pour ma part, pas beaucoup de communication. Ah si, enfin... Moi, j'en avais pas mal, mais j'avais des coups avec. Ouais, justement, c'est pas de la communication. Enfin, en tout cas, la partie communication n'était pas communication, c'était plutôt des ordres ou une imposition d'une idée. Et donc, il n'y a pas de communication. Alors qu'aujourd'hui, moi, je m'assois, je vois le résultat de mon éducation de mes enfants, qui a été beaucoup d'amour, beaucoup de câlins, beaucoup de discussions. 5 minutes avant le coucher, parler avec eux. Et aujourd'hui, 24 ans après, et il y a même qui sont mariés, elles viennent poser des questions, elles viennent me demander, elles me parlent sur leur vie, sur leurs conseils. Et ça, c'est un vrai investissement. Et si à l'époque, voilà, moi je sais pas. Mais en même temps, ça t'a aidé justement à ne pas reproduire. C'est ce que me disait. C'était une phrase. Merci beaucoup de mettre le dessus lors d'une conférence que j'ai faite avec David, avec David Lefrançois. Ah, mon formateur. Voilà, David était là et je parlais sur les parents. Il faut savoir pardonner. Et là, d'un coup, il met une parenthèse. Il dit non, il n'y a pas à pardonner ou pas pardonner. Nos parents, il faut les remercier pour ce qu'ils nous ont donné et ce qu'ils nous ont pas donné. Et pourquoi? Parce que ce qu'ils nous ont pas donné, tu vas aller le chercher. Donc ça va être ton travail à toi. Et parce que tu ne veux pas l'avoir à ce moment-là. Et j'ai trouvé ça génial et super impactant de penser comme ça. Et ça change toute la perception de nos idées par rapport à l'éducation. L'éducation qu'on a reçue, l'éducation qu'on donne aujourd'hui à nos enfants. Et puis quand tu communiques avec eux, tu les laisses parler, c'est bon pour la confiance en soi, pour se développer, pour donner ses idées, etc. Bien sûr. Qu'ils aient eux-mêmes confiance en leurs parents, ça c'est extraordinaire. Ça évite pas mal de... Petite question pratique, là encore, par rapport au TDA, parce qu'on en parle beaucoup en ce moment. Il y a beaucoup de parents qui se posent la question, parce que la parole s'est déliée, même si tu disais, c'est à partir du 18e siècle à peu près qu'on a commencé à en parler. Je me demande, aujourd'hui, on voit beaucoup d'enfants, voilà, qui ont qui sont un petit peu très actifs, qui ont un problème de gestion des tâches, etc. Mais à partir de quand on se dit, là, potentiellement, faut que j'aille voir quelqu'un parce que il pourrait avoir ce type de trouble? En tant que parent? Alors, en général, ça commence souvent à l'école, quand on doit rester en place. Souvent, moyenne section de maternelle, ça commence à être compliqué. C'est souvent les professeurs qui alertent. Ok. Parce que c'est des enfants qui bougent beaucoup, qui ont du mal avec les consignes, qui ont du mal avec les règles. Et donc, à partir de 6 ans, on peut faire les tests. Mais c'est, en général, on le voit très rapidement en tant que parent. C'est des enfants qui courent partout, qui sautent partout, qui ont du mal à se concentrer, qui bougent. Qui ont du mal avec la gestion des émotions. Donc, c'est des signes précurseurs, on va dire. On dit souvent que ce sont de très, très, très grandes âmes dans des petits corps. Ah, c'est intéressant. Et c'est obligatoire, ça, justement, qu'ils soient hyperactifs et ainsi de suite?
Parce Non, que voilà. si c'est une fille et qu'elle est dans la lune, c'est pour ça que ça passe Même inaperçu. si c'est un garçon. Bien sûr. Et si en plus il n'y a pas de problème à l'école, ça passe encore plus inaperçu. Parce que moi, j'étais dans la lune, petit. C'est ça, c'est Pourquoi ça. petit? Ouais, je suis encore grand. Sauf que moi, j'ai été diagnostiqué à l'âge de 31 ans. Ah, voilà, tu vois. Voilà. D'accord. TDA? Ouais. D'accord. Ouais. Voilà. À la suite d'un truc tout bête, en fait, je me suis fait peur tout seul. Hein. J'étais en train de rouler sur un scooter, je ne voyais pas du tout l'endroit où je roulais. Enfin, inconsciemment, je connaissais C'est là, le mais t'étais chemin, pas là, donc j'y quoi. allais, mais j'étais complètement ailleurs. Ça m'arrive D'accord, tout le voilà. temps. C'est ce Ça qu'on m'est dit tout arrivé le temps. 2 fois. Ouais. Donc j'ai eu peur, j'ai été voir un neurologue. Mhm. Oui, vous avez rien. J'ai dit, oh merde, c'est moi qui attendais quelque chose. Quand même. Mais ça soulage d'avoir un nom sur quelque chose que tu ressens en même temps. Oui, indirectement oui, parce que encore à l'époque où je l'ai fait, j'en ai 50, hein, donc ça remonte. Je sais, je l'ai fait pas, mais J'osais pas le dire. voilà. Ouais. Mais à l'époque, ça me parlait pas. Il y avait pas de suivi. Ah, ça a changé quelque chose pour toi, du coup, d'avoir le diagnostic? Ouais, c'est comme si on me disait bon, voilà, vous allez perdre vos cheveux. Merde. Ah. Ok, Ça a rien moi changé. je le sais, ça a rien changé. Et Voilà. aujourd'hui, il y a, à part le suivi, la guidance parentale, il y a des médicaments? Alors, oui. Sur Il y a quoi, des la médicaments. Ritaline. Comment? Alors oui, il y a des médicaments. Je vais te donner mon avis, même si les avis sont controversés. Moi, personnellement, en tant que parent, j'étais contre. Au début, je voulais rien savoir. Et après, au bout d'un moment, je me suis dit, il y a que les deux qui changent pas d'avis. Quand il y a eu, mon fils a eu 14 ans, que c'était un peu compliqué, on a testé. Bon, ça n'a pas fonctionné sur lui parce que il y a des effets secondaires. De quel type, pardon? Quel type d'effet secondaire? Alors, les deux principaux, c'est que ça coupe l'appétit et ça empêche de dormir. Pour empêcher de dormir, il y a quelque chose qui peut compenser. Pour couper l'appétit, il faut vérifier les courbes de croissance, etc. Après, ma fille, elle l'a su à 19 ans, elle a testé aussi. Par chance, ça n'a pas fonctionné parce qu'elle avait un problème cardiaque qui était passé inaperçu. Maintenant, il y a beaucoup de parents que j'accompagne, ça se passe très bien, les enfants le prennent. En fait, il faut que les effets positifs soient supérieurs aux effets secondaires. Il n'y a pas d'accoutumance, c'est pas on drogue pas les enfants, etc. Non, moi, mon fils, ça se passe bien, sauf qu'il a pris des tocs. Ah, Donc, ouais. le Ouais. coup, À la tête. Il peut y avoir des il tocs. fait comme ça. Tout le temps. Ouais, Ah, et ça, je c'est- l'ai fait T'as jusqu'à pas l'âge de échangé, 18 essayé de ans. changer de molécule peut-être? on a changé, il est plus calme, mais continue à toquer. Moi, j'avais une C'est dur, ça. neurotoxine. Et même lui, il a dit, j'ai mal au cou. Et les effets positifs sont super. Enfin, ça le dérange peut-être? Ça le dérange de faire ça, oui. Ça le dérange, mais il est très calme, quoi. Ça n'a rien à voir. Avant, quand il ne prend pas, alors là, on le sait. T'as essayé des séances avec un ostéo? Alors, on m'a parlé pas spécialement ostéo, mais un truc chinois. J'ai pas testé, parce que j'ai testé énormément de choses avec lui. Et à la fin, c'est à l'école, ils en pouvaient plus, quoi. Je t'enverrai des vidéos sur les tocs. J'ai deux vidéos là-dessus de psychologues, ça peut être intéressant. Ouais, mais c'est marrant, quoi. C'est vrai qu'il y a un vrai truc, hein. Mais moi, des fois, le samedi, on lui donne pas, mais on le sent, quoi. Ah, c'est sûr. Tu vois, là, mais c'est pas pareil. Mais vous êtes plus, entre guillemets, serein quand il le prend, mais lui, est-ce qu'il te verbalise qu'il va mieux avec ça? Il sait, en tout cas, il sait que ça lui sert. D'accord. Voilà, il sait que ça lui sert. Il a pleine conscience. Il a pleine conscience, si je le prends, je le Fabuleux. prends pas, quand je le prends, et donne-lui, des fois, il donne-lui, parce que là, il sait. Non, mais il sait, mais même lui, il dit, hein, moi, j'ai le petit démon qui est à l'intérieur de moi, hein. Ah, donc il le sent. Ah oui, et puis il le sait qu'il aime bien. Lui, il est mal de ça, de pas avoir des copains, parce qu'il fait des bêtises avec les copains, il les emmène, il les entraîne, donc aujourd'hui, il a perdu tous ses copains. Ouais, mais c'est pas marrant. C'est affreux. Moi, samedi, j'ai eu, moi qui suis un hypersensible, la veille, vendredi, tout se passe bien, donc, parce qu'il avait pris le matin, donc il a des copains, ils vont jouer avec lui au foot, tout s'éclate et tout. Il me dit, bon, le rendez-vous de samedi après-midi, on va au foot. Il va de chez moi, il sort, ils font toute la rue, il fait très chaud, il va jusqu'au bout de la rue, il tape à la porte, et il entend déjà tous, cache-toi, il arrive. Le pauvre. Et attends, écoute-moi bien, parce que je suis des émotions qui vont sortir. Et il entend le petit qui dit, non, on va à la piscine chez le copain. Donc, alors, en fait, c'est quand vous voulez. Et donc, moi, je le sens, parce que je sens les choses, je l'entends d'en haut. Oups, même le studio. Je le sens d'en haut, j'entends. Et il était assis. Je savais qu'il allait revenir, je sais pas pourquoi. Il était assis comme ça, et puis il avait les yeux rouges. Donc, je pense il était très triste que, ils l'ont jeté, quoi. Ils l'ont jeté de la maison, voilà. Alors oui, il avait fait une bêtise, il leur a fait faire une bêtise une fois, mais bon, après il est parti demander pardon, et puis c'est quand ils veulent en fait. Et donc moi, bon, c'est des enfants, mais on a quand même envoyé un message à la maman, je dis c'est pas quand ils veulent, dis il veut pas être son copain, il y a pas de problème. Donc j'explique à mon fils, je dis, tu sais, moi aussi j'étais un peu comme toi et tout, bon, j'avais des copains. Parce que j'étais rigolo, que j'étais gentil. Toi, tu le transformes en plus avec la colère, parce qu'il est très, très impulsif. Bon.
Il a vu l'image de son papa aussi. Ouais, j'étais impulsif aussi, donc j'ai géré beaucoup maintenant. Mais voilà, donc ça fait À quel âge? énorme, 9 ans. Mais c'est vrai que dans le TDAH, il y a beaucoup de problèmes dans les habiletés sociales parce qu'il y a ce côté impulsif et qui fait que parfois c'est compliqué avec les copains. C'est terrible pour les parents. Donc après, c'est terrible. Après, on peut en débriefer avec eux sur comment tu aurais pu faire différemment, mais tu peux pas toujours, toi, choisir les règles, etc. Mais même pour les adultes, c'est compliqué dans les Ah non, mais il est très. C'est pour ça qu'il D'ailleurs, d'ailleurs. c'est son meilleur ami. C'est ce que j'allais dire ça. En fait, Ouais, mais je l'ai tout le sur temps. bout de la langue. Je l'ai tout le temps. Je l'ai tout le temps. Il sait qu'il a ses jours. Alors avant c'était que le vendredi, maintenant il a le vendredi, le mardi, le samedi, il sait que voilà. Maintenant il est content parce que je suis là avec lui tout le temps. Donc là, il sait, je suis son meilleur ami parce que aussi les grands frères et les sœurs, ils en ont marre aussi et puis ils sont grands. Quand le grand il arrive, il veut rester 5 minutes, mais il peut pas. Donc c'est vrai que c'est important. Merci beaucoup pour d'abord Magali d'être venue parce que c'est un sujet d'abord sensible et très important pour nos spectateurs et que ça arrive tout le monde toujours et il faut savoir énormément communiquer. C'est vrai que la PNL elle sert énormément à communiquer et ça reste très dur en tant que parent de voir son fils 9 ans être comme ça à pleurer parce qu'il est c'est un hypersensible, déjà il garde et c'est très très dur et c'est pour ça qu'il faut continuer à communiquer, il faut rien lâcher. D'en parler, en fait, personne n'est un mauvais parent, ça paraît hyper cliché, mais je pense que c'est bien de le rappeler aussi et qu'il y a des personnes comme Magali, des vrais professionnels, je sais pas s'il y a des faux, mais des professionnels en tout cas qui sont compétents pour ça et qui peuvent vraiment accompagner. Et je pense que ça fait pas de nous des mauvais parents ou des parents démissionnaires ou des gens qui arrivent pas à gérer. Juste à un moment donné, c'est un trouble. Donc, on l'accompagne. On devient mauvais parent quand on communique pas, en fait. Je suis honnête, si on communique pas, si on a une mauvaise gestion des émotions et que, on crie, puis on va en combat avec, c'est fini, quoi. C'est fini, Mais ce que tu dis, c'est vrai, parce que moi, je passe beaucoup de temps à déculpabiliser les parents. Parce que d'entendre que c'est de la faute des parents, que c'est des parents incapables, que c'est des enfants mal élevés, c'est super compliqué. Donc, ça aussi. Et pour les adultes, c'est pareil. Surtout qu'il y a une hérédité en plus potentielle. Imagine la double culpabilité. La fédération aujourd'hui, c'est qu'il y a des structures qui sont là, qui sont faites, comme des gens comme vous, et ainsi de suite. Parce qu'à l'époque, il n'y en avait pas. C'est ça, maintenant il y a des professionnels qui accompagnent les... Tu la vois en double Hein? Tu la vois en double? Pourquoi? T'as dit vous? Oui, je le vois. Ah, d'accord, ok. Oui, on est en pleine émission, on va pas dire qu'on se connaît depuis 15 ans. Merde, voilà. En tout cas, merci beaucoup. Et raconte, dis-nous un petit peu ton actualité, ton actualité. Et où est-ce que, et puis qu'est-ce qui se passe dans le futur proche? Mon actualité, c'est que demain, je commence la formation PNL avec toi. Voilà. Qu'est-ce qui se passe dans un futur proche? Je peux pas encore te le dire. Là, il y a plein de choses. Je continue ma page Instagram, je continue les coachings, toujours avec des nouveaux outils, etc. Me former régulièrement. La formation continue, ça fait partie des choses très très importantes. Et de continuer à accompagner les parents, les adultes pour développer le potentiel et ne pas essayer de contourner les difficultés, mettre en place des stratégies parce que je suis sûre que dans le TDAH, pas j'en suis sûre, je le sais, il y a un potentiel énorme et c'est vraiment dommage de passer à côté parce qu'on n'a pas les bonnes stratégies, etc. Donc, on espère des ateliers avec les parents? On espère des ateliers avec les parents. Ouais. J'ai pas encore mis en place, mais ça fait partie des choses que j'aimerais faire. Des projets. Voilà. En tout cas, rassurez-vous, je vais mettre tous les liens en dessous la vidéo. Merci beaucoup de nous avoir suivis et puis à très très vite pour d'autres aventures. Merci pour l'invitation. Merci à tous. Bye bye. Merci, au revoir.